Et bonsoir tout le monde. Bonsoir le chat. Bonsoir Anishka. Bonsoir tout le monde. Comment que ça va tout le monde? Comment ça va ce soir? Moi, j'ai même eu le temps de mettre l'écharpe dans l'introduction parce que voilà, on n'a pas encore mis le chauffage. Vu les prix et il fait froid. Et en plus j'ai un petit rhume, donc il se peut que j'éloignerai le micro ou je couperai le micro pour vous lorsque eh ben, un ouragan voilà, se déversera de ma protubérance voilà, nasale. Ça va, bon bah chouette. Moi, je suis un peu fatigué, mais on va le faire parce que ce soir, c'est quand même quelque chose de cool qui se passe. Nous recevons sur cette chaîne notre premier auteur, puisque après les archéologues, les historiens, concept artistes, les éditeurs, etc., nous accueillons ce soir notre premier auteur sur la chaîne, donc qui s'appelle Frédéric de Mani, qui va nous rejoindre dans un instant. Et donc, il va nous parler donc, de son roman qui se passe durant l'Antiquité tardive, ou le début de l'époque médiévale, on verra, euh, dans la région de Soissons, et puis qui va donc nous présenter un peu, qui va se présenter lui-même, qui va présenter son roman, première partie, deuxième partie qui va nous présenter ses inspirations historiques, et troisième partie, ses inspirations littéraires, puis après on fera un tour de questions. Comme d'habitude, on fera un tour de questions et puis si vous avez des remarques de toute façon tout au long du live, n'hésitez pas surtout à poser vos questions, on les prendra en cours ou on les gardera pour la fin. Oh. Et puis ma foi, voilà, on est parti, hein? Ok. Alors je vous enjoins à accueillir avec des pommes dans le chat notre cher Frédéric que voici. Bonsoir. Bonsoir. Oh le hobbit curieux, salut. Bonsoir les mangeurs de pommes. Regardez, il a même ses Énorme. pommes. C'est incroyable. Ah non, mais voilà, je t'ai dit, je vais faire le rebelle, je vais prendre une pomme à manger plutôt qu'à boire. Je vais prendre autre chose qui va passer pour de la pomme, parce qu'elle sera la même couleur, mais Je vois ce à voilà. quoi tu penses. Ah ouais, ça fait médiéval, quoi. Hein. Ah, il y en a qui sont déjà ramenés avec du cidre hein, sur le live, écoute. Bon, C'était voilà. une idée, effectivement, je pensais détourner le truc comme ça, mais bon, enfin voilà, je vais essayer de rester sobre. Enfin, je me cassais la tête au brut, non, en live. Alors voilà. Euh, À votre jus de pomme, hein, parce que moi aussi j'ai mon jus de pomme dans ma tasse de Noël, hein, puisqu'on arrive à Noël, même si en fait ma tasse de Noël c'est ma tasse de toute l'année sur les lives. Bon, c'est pas la même, Mais mais c'est le moment de faire sa lettre au Père Noël. Hein. On est à quasiment un mois de l'échéance. Ratez exact. pas le truc, quoi. Exactement. Et en parlant de ça, justement, avant qu'on commence, je fais le Oui. petit coup de promo. Alors, Oh là là. vous voyez que dès le départ, on commence comme ça, c'est un truc de fou. Alors, donc cette vidéo n'est pas sponsorisée. Je le fais simplement pour le plaisir de le faire et parce que j'aime bien Angel Corp et j'aime bien tout ce qui se passe. Figurez-vous que si vous achetez le roman de Frédéric, donc L'épée sans nom, ou un des autres ouvrages récemment sortis, Ils sont bien. qui sont également bien, bien sûr, vous recevrez gratuitement le tome 1 ou le tome 2 de Phoebos dont on parlait justement la semaine dernière. Voilà. Donc si jamais c'est deux prix pour... non, deux prix. Deux livres pour le prix d'un. Voilà, et je referai l'annonce en fin de live. Donc si jamais ça vous intéresse pour Noël, justement, c'est les promos de Noël de l'édition. Alors Anishka qui dit, comme je dis tout le temps quand on parle d'alcool, l'alcool est à consommer avec modération, c'est pas gentil d'être méchant, aimez-vous les uns dans les autres, etc. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, Seems like it. tout à fait. Alors, du coup, on va commencer. Donc, bah, écoute, si tu veux commencer par te présenter un peu, quel est ton parcours, comment t'es venu à l'écriture, etc., etc. On va faire ça dans cet ordre-là, effectivement. Alors, bonsoir. Je m'appelle Frédéric. J'ai appris à écrire à l'âge d'à peu près 6-7 ans. Parce que je suis passé par l'école républicaine française et que c'est obligatoire. Et à partir du moment où je me suis senti à l'aise avec un crayon, ben, j'ai commencé à écrire des trucs rien qu'à moi. Des trucs, des histoires, pour accompagner la vie de mes peluches. Hein. Voilà. Je suis resté un grand enfant d'ailleurs.
Et à partir de là, j'ai jamais vraiment arrêté d'écrire parce que je crois qu'il s'est pas passé un an dans ma vie où j'ai pas essayé de raconter quelque chose. À l'adolescence, j'ai même essayé de faire de la BD. J'ai fait un roman qui est absolument atroce quand j'avais 16 ans, qui est passé dans les toilettes, On est tous littéralement. passés par là. Hein. Littéralement, voilà. Et puis après, ben, il a fallu quand même faire les choses sérieuses. Il a fallu passer le bac, il a fallu aller à la fac. Et j'ai eu une période à un moment donné en fac d'histoire où j'ai découvert un événement qui m'a amené à l'écriture de l'épée sans nom. L'épée sans nom, j'ai donc commencé en fait à écrire il y a des années de ça. Elle s'appelait même pas l'épée sans nom à l'époque, hein, cette histoire. Et je me resserre du jus de pomme. Ah bah oui, non, mais ça, faut le faire. Hein. Non, mais enfin, il faut garder le rythme. Hein. Bien sûr. Et en fait, à l'époque où je l'ai écrit, donc ça fait une douzaine d'années à peu près, c'était pas terrible encore. C'était pas mal, j'étais plutôt fier de moi, au point de vouloir le faire lire à certaines personnes pour qu'ils me disent ce qu'ils en pensaient, et ça, il y avait du travail. Ouais. Sauf que j'étais pas prêt à retravailler dessus, que je voyais déjà une deuxième partie, une troisième partie à écrire, mais il est rigolo le monsieur, mais si t'as pas d'idée, t'écris rien, donc je suis resté bloqué. Mais derrière, j'ai quand même bossé l'écriture ailleurs, c'est-à-dire que je suis rentré sur un site d'information musicale qui s'appelle Radio Metal, voilà. Si vous connaissez, voilà, Radio Metal, si vous avez écouté Radio Metal il y a une dizaine d'années, on m'appelait l'animal. Et j'écrivais donc quotidiennement pour ce média-là des articles, des reports de concerts, des chroniques d'albums. J'avais des émissions dont j'écrivais parfois certaines parties aussi, des fois. Parfois, il y avait certaines émissions un peu scénarisées que j'ai fait vers la fin aussi de cette période-là. Donc toujours écrit. Toujours écrit. Et quand l'aventure Radio Métal s'est arrêtée, j'ai rebossé, job alimentaire. Rien d'intéressant, et puis ça me vidait à la tête, et c'était ça le problème, et j'avais besoin de la relire avec de l'écriture, et je suis rentré dans la presse locale, donc près de chez moi, dans l'Ain, où correspondant de presse d'abord, donc toute l'actualité locale, et même j'ai eu droit de signer l'édito du journal, donc depuis les élections présidentielles de 2017. Voilà, je commente l'actualité nationale, internationale, culturelle, sportive, même des fois. Pourquoi pas. Je passe sport. Et à un moment donné, je participe à un atelier d'écriture. Je me suis dit, tiens, voyons voir, qu'est-ce que je voudrais dans un atelier d'écriture. Et apparemment, j'impressionne un petit peu tout le monde autour de la table. Je me dis, ok, finalement, t'as pas perdu ta plume créative. Je me suis remis vers 2019 à écrire de la fiction, une nouvelle par-ci, une nouvelle par-là, un début de roman, un deuxième début de roman. Je me dis, il va falloir essayer de le publier cette fois, ce que tu écris. Et en 2021, c'est pas un roman du confinement, l'épée sans nom. Hein. Pitié, arrêtez avec ce truc-là, ça nous a bouché des accès à tellement de maisons d'édition. Ce truc-là, regardez votre roman du confinement. C'est pour prochain confinement. Et en 2021, j'ai l'idée en fait qui me permet de relancer l'épée sans nom, qui s'appelle toujours pas l'épée sans nom. Qui s'appelle Et comment? Qui s'appelle Sans nom, du coup. Il s'appelait non, il avait un titre qui s'appelait 486 la levée. Ah. Et il s'appelait Lacrimae 486. Et puis je me suis dit ils vont peut-être penser à Fahrenheit 451 dans les maisons d'édition, ils vont faire un rapprochement, mais c'est pas ça, et donc ils vont mal comprendre. Donc j'ai pensé à l'épée sans nom. Et en fait, pour en revenir en 2021, quand j'ai repris l'écriture, en fait, c'est l'un des personnages donc, de ce roman qui m'est apparu, parce qu'il n'était pas là, et ça a tout changé, ça m'a donné une nouvelle motivation pour le réécrire. Et en 4 mois, j'ai retapé tout le manuscrit d'origine. Et après, la recherche d'éditeur.
je poursuis, je vois que tu as besoin d'un temps. C'est à ce moment-là, en plus, que je décide de faire ça, c'est incroyable. Voilà. Alors, on a plein de gens qui font des blagues, bien sûr, dans le chat, hein, c'est des marrants. Donc, on a Oui. la blague que j'ai volée au Bit Curieux, qui est donc le roman s'appelait Sans nom, du coup, puisqu'il n'avait pas de nom. Il y avait le Bit Curieux qui disait aussi Ta voix est aussi grave que les mines de la Moria. Merci. Et le combat n'est jamais fini, nous dit Blau. Euh, donc voilà. Je sais pas si les gens dans le chat, c'est bien sûr, si vous avez des questions sur ce parcours. Moi, par exemple, j'en ai une première. Alors, sur le parcours global, là, hein, pas à voir avec l'épée sans nom, mais euh, moi, suite à ma licence, enfin, en faisant ma licence, je voulais faire finalement un master de journalisme derrière. Euh, j'ai vu ce qui se passait chez les journalistes et j'ai fait bon, en fait non c'est bon non, sans moi. Et du coup t'arrives à vivre vraiment de ton poste. Non, non, non. Au début, c'était hey, hey. Au début, c'était j'ai 2 caméras. C'est beau, même moi Merci j'en ai pas deux. merci à mon super technicien parce que je ne suis pas chez moi. Je suis chez un forgeron, quand même. Il faut le préciser, ça a quand même de la gueule, je crois, quand même, de venir parler d'une épée chez un forgeron. Voilà, c'est l'atelier de Vianor, un peu de pub aussi. Hein, merci à lui qui nous a fait toute l'installation pour. Ah, il n'y a plus d'image. Il est fou cet homme. Et qui nous a fait toute l'installation comme ça pour qu'on fasse ça aux petits oignons. Et donc, non, la presse, c'était un job d'appoint. Alors, quand j'étais à Radio Métal, j'étais employé. Par rapport à, alors c'est pas pour critiquer, mais par rapport à ce que j'étais payé, on comptait pas nos heures, on bossait comme des dingues, on était vraiment passionnés par ce qu'on faisait, on avait vraiment, c'était notre projet et on avait vraiment l'envie de faire quelque chose de gros. Et on est Ça file l'épée, ah oui d'accord. merci au forgeron, voilà, qui prête qui prête la technique et les accessoires, Ah, voilà, c'est beau ça. voilà. Elle est vachement lourde, hein. Elle est pas très histo, j'ai envie de dire, hein, vu le poids qu'elle fait. Enfin, J'ai rien dit hein, mais je l'ai vu. Elle est belle en tout cas. J'ai vu le poids ouais, dans ta main, j'ai fait oula oula oula, mais j'ai rien dit, j'ai rien dit. ouais, j'ai un peu exagéré un petit peu aussi. Hein. Mais elle est belle, elle est belle. Elle est belle. Et non, et après, on comptait pas Ce- nos heures à Radio Métal. Donc ça, pour le nombre d'heures que je faisais, j'étais payé que dalle. Mais voilà, on était à payer à la passion, aux albums gratuits, aux places de concert gratuites Ouais. et aux merveilleuses rencontres. Ouais, Et j'ai eu la chance d'interviewer Corbier. pas mal, pas mal. Très content de ça. C'est l'une de mes grandes fiertés. Et le journal local, c'est du correspondant presse pigiste. On est payé à la Eh pige. oui. C'est un job d'appoint à la base. Mais voilà, j'avais besoin de me servir de ma plume, quoi. Et elle s'est pas mal développée aussi dans ce travail-là. Et c'est à force aussi que des gens me disent j'ai adoré votre article, j'ai adoré votre édito. Je me suis dit ouais, en fait, finalement, t'écris des choses qui plaisent. Remets-toi à la fiction, quoi. Hmm. Aussi, remets-toi à écrire pour te faire plaisir. Ok. Bon alors toujours là, les gens, le lobby des escrimeurs, on dit dans le chat, c'est incroyable tout ça. Toujours, toujours ici. Non mais c'est vrai, il y a une épée dans le chat, une épée là, enfin bon bref. Or Qu'est-ce que donc. tu veux que je te dise Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Eh oui. cher public? Enfin, moi, je suis un grand gamin, hein, en fait. Moi, je jouais avec des épées de bois. Enfin, je jouais avec des bâtons, surtout. Je sortais de chez moi. Enfin, je regardais un épisode d'Highlander à la télé. Je sortais de chez moi, je prenais un bâton. On se voyait avec un copain et on se tapait sur la tronche, quoi. Ouais, ouais. Moi je jouais à Voilà. décapiter les orties, mais bon, chacun son truc, hein. Non, Ça non, moi, je faisait plus décapite mon d'ennemis en fait. copain directement. Enfin, à un moment donné, pourquoi faire les choses à moitié? Ok. Bon alors, si personne n'a de questions, moi je propose qu'on passe un peu au roman, que tu nous parles un peu de tout ça, sans bien sûr, évidemment, Oui. nous Le vendre la gâcher. mèche enfin, pas de spoil, mais Non, donner pas envie justement de profiter de cette offre dont nous parlions en début. Alors c'est parti. oui. Alors, l'épée sans nom. Alors, bah, il y a un magnifique quatrième de couverture, Eh voilà. oui. Pour expliquer, bah, qui parle donc de Clara Kyria. On est donc cette jeune femme qui se retrouve en fait aux prises avec cette épée sans nom.
Épée sans nom, qui est pour moi un personnage à part entière, qui apparaît dès le début du roman en fait, parce que tout commence par une scène de bataille, après une citation histo. Une scène de bataille pour Soissons, pour la conquête de Soissons, c'est-à-dire que les barbares envahissent toute la Gaule. Il ne reste plus qu'une poche de résistance en Gaule, c'est territoire autour de Soissons, et il n'y a plus assez de guerriers. On manque de légionnaires à force pour défendre ce territoire. Et on engage des paysans. Et un paysan met la main comme ça dans la mêlée sur une épée fantastique, car on expliquera un peu plus tard peut-être pourquoi il y a du fantastique dans cette histoire. Mais voilà, cette épée fantastique, et la première chose qu'elle fait, c'est poser une question: quel est mon nom? Et ce serait cool de la satisfaire, hein, on serait vite débarrassé de l'histoire. Mais elle est affreuse en fait, cette épée. Enfin, elle est à la fois parfaite et d'une noirceur qui répulsive, d'une noirceur répulsive, et personne n'a envie de la satisfaire parce qu'en plus elle n'est pas très polie. Et cette épée arrive entre les mains d'un paysan qui la ramène chez lui il la ramène avec un beau stress post-traumatique aussi. Et ce qu'il y a, c'est qu'une épée de puissance, ça intéresse les puissants. Et quand des puissants se battent pour le dernier territoire encore romain de Gaule, il y a des Romains, il y a des barbares qui la veulent, et il y a une femme qui veut pas qu'on lui gâche sa vie de famille, quoi. Pour moi, c'est aussi un drame familial, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un roman historique documenté autant que possible. Il y a une histoire fantastique qui assume ses références. Enfin, certains verront très bien que quand on parle d'épée noire, on peut parler de Michael Moorcock. On en reparlera. Et j'en ai pas honte. Enfin, je veux dire, Michael Moorcock n'était pas non plus le premier à imaginer des histoires d'épées magiques. Et voilà, pour moi, il y a aussi cette histoire de drame familial qui est au milieu de tout ça, parce qu'il y a une femme, il y a son mari, il y a leur enfant, et il y a cette guerre tout autour. Et en plus, il y a ce machin ténébreux qui débarque pour rien arranger. Voilà. C'est ce Alors, que je peux dire déjà. dans le chat, il y a évidemment Bit Curieux qui nous dit l'épée me fait penser à l'anneau, forcément, puisque alors je sais pas qui on a avec lui, qu'on a envie de garder. L'anneau, donc c'est un des anneaux, bien sûr. Oui, Et oui, c'est vrai que le problème qui, avec les artefacts magiques, c'est que ils ont toujours un coût. Il y a toujours un coût à utiliser la magie. Souvent dans la fantasy, il y a toujours un coût Attends, je me déplace parce que j'ai un petit peu frais. Je vais mettre une petite lune. Et tu m'entends encore? Ah oui, oui, tout à fait. Super. La merveille de la technique, quoi. C'est dire si l'installation est top, hein. Ah ouais, clairement. Et donc, on est face forcément à un objet qui est aussi, voilà, c'est aussi pour ça que elle reste sans nom, on va dire au moins dans les 3 premiers chapitres, hein. On va pas se parler là. Au moins dans les 3 premiers chapitres, hein. Après, à vous de découvrir si au 4e, elle aura encore pas de nom, voire au 5e. Et on sent quand même que si on satisfait à sa demande, à cette épée, ça va pas forcément être safe. Et c'est comme, voilà, toujours la magie, un objet magique. Tu l'as, il est merveilleux. Ah, qu'est-ce qui me pèse pourtant, cet anneau? Ah, c'est un peu comme l'épée que t'as eue en main, finalement, hein. Elle est belle, mais Oui, purée, qu'est-ce qu'elle était lourde. oui, oui. Ah non, elle pourrait être Voilà. plus légère. Elle a une Le, gouttière bien creusée qui pourrait alléger. le Bit Curieux qui te Voilà. dit comment ça, une laine, mais pas une cotte de maille, hein. Alors moi, personnellement, sur mes jambes, j'ai mon chaperon. Voilà, Et la laine est aussi médiévale, hein, Ah mine de oui, bien rien. sûr. On n'a pas forcément de laine synthétique encore au 5e siècle. Tristesse, ah là là, ouvrage au On préfère désespoir. mettre du pétrole que d'y mettre le feu. Bon, alors, est-ce que vous avez des questions un peu sur l'intrigue? Euh, Alors, il y avait bien sûr toutes les blagues sur toute la Gaule. Non, toutes, non.
Non, Un bastion l'école irrésistible de le Soissonnais. Romain résiste encore et toujours à l'envahisseur. Voilà, c'est 5 siècles plus tard, c'est les Romains qui sont les irréductibles. Voilà. Bon, l'histoire nous dit que de toute manière, en 486, Soissons est prise. Désolé de ça, je spoile rien. Hein. Si vous êtes allé à l'école, vous le savez T'inquiète pas, déjà, hein, quoi. Voilà. Voilà. Euh, Mais voilà. dans les, Euh, du coup, dans les dates, tu pourrais, parce que les dates de la fin le début de l'époque médiévale et la fin de l'Empire romain, de l'Antiquité en soi, sont très discutées, hein, puisqu'on a oui. 476, 312, 510. On- Ne voudrions-nous pas inscrire le 481, puisque c'est le dernier bastion romain? Alors, 480, c'est l'accession au trône de Clovis, surtout, en fait. Ah oui, d'accord. 480, oui, oui. C'est vrai que c'est là tu reprends, je pense, la première page avec ma citation de Grégoire de Tours Ah, ça vient après, justement. dans le livre, voilà, et qui en fait parle de l'accession au trône de Clovis en 481 et 5 ans plus tard, en fait, il s'en prend à Soissons. Voilà. Ouais, mais après, on peut discuter effectivement la date de la fin de l'Empire romain d'Occident, pour être précis, qui, selon moi, n'a pas disparu avant l'époque moderne, en réalité, pour moi, l'Empire romain d'Occident. Mais c'est une question qu'on peut discuter longuement. Ah oui, tu penses à Euh, eh bien, l'Empire tout romain germanique? simplement, ben, d'abord par rapport à l'Empire carolingien, Bien sûr, premièrement, bien parce que sûr. voilà, il est empereur d'Occident, notre bon Charlemagne. Ce sacré Charlemagne est empereur d'Occident, et après lui, plein d'autres. Après l'Empire romain germanique, effectivement, qui prolonge ceci, et sans parler de la continuité, de toute façon, du rêve d'empire romain qui perdure même au XXe siècle, jusque même à l'Union européenne. C'est aussi une volonté d'unir l'Europe sous une même loi. Enfin bon, on va Bon, arrêter là c'est parce que c'est pas le c'est sujet. pas de la littérature. On va plutôt passer sur s'il n'y a pas de questions. Alors oui, d'ailleurs, on a une première question, tiens. Hmm. Bon, là, on a Jésus est mort, mais spoiler, pourquoi? Pourquoi un personnage principal féminin? Ah, pourquoi un personnage principal féminin? Bonne question, effectivement. D'abord parce qu'il n'existait pas et que ça me bloquait de ne pas avoir ce personnage-là. C'est-à-dire que quand j'ai fait le premier jet, donc il y a une douzaine d'années, il n'était pas là. C'est-à-dire que mon paysan, en fait, il était veuf. Totalement absurde. Qu'est-ce que tu fais à rester veuf au 5e siècle avec un gosse en plus dans les pattes? C'est absurde. Enfin, tu trouves une matrone et puis elle s'occupera du chiard, quoi. Et le problème, c'est que je me suis rendu compte que ça marchait pas, quoi. Enfin, c'était illogique. Et puis voilà, quoi, en fait. Et j'ai eu cette idée-là surtout à partir d'autres choses que j'écrivais avant de me remettre sur ce roman-là, où je me disais ah mais j'ai plus d'idées là pour ce truc-là. Et l'idée, c'est d'inverser. Mhm. Inverser. Quand je me retrouvais avec un personnage masculin et que j'arrivais plus à avancer avec ce personnage-là, je le mettais au féminin. Et là, ça marchait. Là, j'avais de nouvelles idées, ça redynamisait le truc. Et j'ai voulu essayer la même chose pour 486, donc, ce qui est devenu l'épée sans nom. J'ai voulu faire la même chose. Et là, juste transformer au féminin mon personnage masculin, ça marchait toujours pas. Parce que qu'est-ce qu'une femme seule avec un enfant va rester veuve à une vingtaine d'années à cette époque-là, c'est n'importe quoi. Prends-toi un bonhomme pour t'aider à cultiver la terre, quoi. Enfin, je veux dire, de toute façon, au bout d'un moment, il y a un mec qui va finir par te forcer la main. Hein. Donc, il lui fallait une femme. Donc, j'ai ressuscité en fait la femme de ce veuf. Il fallait donc qu'elle puisse aussi à un moment donné prendre l'épée. Il lui fallait un background. Et quand j'ai trouvé le background de ce personnage à ce moment-là, je me suis dit, mais oui, enfin voilà, ça y est, j'ai mon personnage, j'ai mon histoire, j'ai comment rajouter de l'épaisseur à ce roman. Voilà, pour moi, ce personnage a sauvé ce roman. Ce roman n'existerait pas sans ce personnage-là, quoi. Enfin, voilà. Alors moi j'ai une petite question par rapport Oui. à sans vouloir du coup si ça spoil tu dis rien mais quel est finalement du coup le but de Clara une fois qu'elle a l'épée? J'allais dire s'en débarrasser. Elle peut pas vraiment s'en débarrasser. Tu te débarrasses pas d'un truc pareil, quoi. Enfin, pareil, tu te débarrasses pas de l'anneau. À la rigueur, tu le files à Gandalf et tu lui dis de se débrouiller avec. Tu vois. Euh,
le truc, ce qu'elle veut faire, bah, déjà, elle fait un petit peu comme, j'ai envie de dire, comme tous les parents d'aujourd'hui ou d'hier, c'est-à-dire, on essaie de se débrouiller avec, déjà, parce qu'on a eu cette petite famille à s'occuper, et ce machin-là qu'on peut pas balancer aux orties, c'est ça en fait surtout. C'est ça. Elle a ce machin-là, qui est cet élément nocif qui vient de rentrer chez elle. Alors, et vivre avec, c'est déjà une sacrée aventure, non? Hein. Alors là, on a une question. Donc, une femme avec une épée, moi, on m'a dit que c'était pas trop histo, mais tu as des références historiques en tête pour t'inspirer des femmes chevaleresses, etc. Alors, il y a ça, et même on a retrouvé, il n'y a pas très longtemps, justement à l'époque où j'avais réécrit, où j'avais eu cette idée de ce personnage-là, un petit peu avant, on était tombé sur une tombe d'une femme scandinave, Oui, oui, la fameuse là, euh, hein. avec, voilà, avec tout un équipement guerrier en fait dans sa sépulture, ce qui fait que en fait on a démontré que une femme portait l'épée en fait, dans même au Moyen Âge, même au plus haut Moyen Âge. Et donc, il n'y avait pas. Et voilà. Puis ce que je dirais aussi plus tard, après, quand on parlera un petit peu plus d'histo, on est aussi sur une période où les sources sont pas toujours nombreuses, où l'Europe est large et pas toujours passée à la civilisation de l'écrit dans tous les recoins. Et donc, tout ne nous est pas raconté non plus sur des femmes qui auraient porté des armes qui seraient parties au combat. Enfin, après, il y a plein d'exemples en fait dans Oui, oui, l'histoire. Enfin, oui, oui, de, absolument. de femmes qui ont conduit des armées, qui ont porté l'arme. On pense par exemple aussi en Bretagne. Donc, Beaucoup, hein. la Ouais. Grande Les actuelle Bretons, Grande-Bretagne. ils sont forts là dans ce domaine-là. Voilà, enfin, on a des Boadicée, par exemple. On peut pas les ignorer, quoi, ces femmes guerrières historiques, même dans les périodes les plus lointaines. On a l'humour de Blau qui revient dans le chat. Empêcher le bébé d'aller téter l'épée maudite, les nouveaux challenges du quotidien. C'est Euh, vrai qu'il faut faire attention avec les enfants et les gros objets tranchants, effectivement. Blau C'est- qui dit ouais, il y avait une femme en Grande-Bretagne contre les garnisons romaines, il me semble, il faut que je retrouve le nom. Oui, effectivement, de toute façon, il y a plein de femmes notables, hein. La femme à laquelle tu faisais allusion, Frédéric, j'ai plus le nom, mais c'est la reine, la reine guerrière scandinave qu'on voit d'ailleurs rapidement passer dans le film Norseman. Alors on pense qu'on en veut de ce film, hein, pas de débat, mais il y a une historicité qui est voulue et un moment dans le fond, on voit une cavalière passer avec exactement l'équipement qu'on a retrouvé dans la tombe. Donc voilà, donc si jamais vous voulez aller jeter un œil, c'est là. Il y en a plein, hein. Il y a Jeanne de Belleville sur laquelle on travaille en plus avec d'autres masterants. Voilà, voilà. Voilà. C'est histo. Voilà. Justement, c'est Boadicée, Boudica. Je pense que c'est ça, oui, effectivement. C'est Oui, c'est ça, Boudica. oui, oui. Ouais, c'est ça. Et on a. Je sais plus ça. Je sais plus. Moi, je pensais à d'autres choses. Oui, il y a des récits de croisades au XIIe siècle qui prouvent que qu'il y a des femmes qui se sont rendues en croisade. Et il y a aussi d'autres récits qui parlent de femmes défendant des villes. Enfin, il y en a plein, 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 Oui, plein, oui, non, plein. ah oui, oui, dans les royaumes latins notamment. Enfin, on a une reine de Jérusalem, si je me rappelle bien, Ouais. à un moment donné, parce que voilà, enfin, il y a qu'elle quoi, encore en place, et donc elle prend les rênes, la reine. Alors, du coup, si on passait du coup maintenant aux inspirations historiques. Allons-y. C'est parti. Alors, Pouloutz. Je te laisse un peu nous Voici la expliquer du carte. coup Voilà, grâce à c'est cette l'état des carte. lieux en fait. Et voilà, comme j'avais pu le dire une fois, en fait, un roman de fantasy, ça commence parfois par une carte. Moi, s'il avait fallu mettre une carte, ça aurait été celle-là, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'on voit donc ce dont je parle, en fait, cette poche romaine là, qui est donc en hachuré dans le nord-ouest de la France, dans une bonne partie du nord de la France, qu'on appelle le royaume de Siagrius. Même s'il n'y a pas de royaume de Siagrius, ce sont les chroniqueurs postérieurs qui appellent ça un royaume de Siagrius. On sait très bien que les Romains n'avaient pas de roi depuis la plus lointaine antiquité. Siagrius, en fait, est un patrice. Patrice, c'est en gros le deuxième homme du royaume, souvent dans l'Empire romain. Un patrice, c'est un homme de confiance, c'est un homme de pouvoir, souvent un général. C'est-à-dire que, par exemple, on pense à Aetius au champ catalonique. Ah oui, Voilà, le c'est un fameux. patrice en fait, qui mène contre les Huns.
c'est un patrice qui mène l'armée, donc avec autour de lui des fédérés barbares, des fédérés germaniques, germains, donc qui soient francs justement ou alamans, qu'on voit donc là sur cette carte aussi, donc les francs au nord, les alamans à l'est, les burgondes au sud-est, les Visigoths au sud, qui sont en fait des très grandes puissances en fait déjà, tous ces royaumes. Alors surtout que Clovis hérite d'un royaume franc déjà réunifié par son père Childéric. Les Visigoths, on voit quand même la taille du domaine. Quand même, les Visigoths, ils ont des terres fertiles en plus dans le sud-ouest de la Gaule. Voilà, ils peuvent en imposer. Et quand en 476, l'Empire romain d'Occident disparaît, c'est-à-dire quand le dernier empereur est déposé, voilà, on ne peut pas vraiment parler de chute de Rome parce qu'elle n'est pas tombée, elle n'a pas fait oh, plus de Rome. Elle est juste simplement, on n'avait plus besoin d'empereur. Voilà, les barbares ont pris le pouvoir. Enfin, les Ça aurait été barbares. la nouvelle Atlantide voilà, de, de l'Empire romain. Elle n'a pas fait boom, Rome. Voilà, c'est juste que voilà, le pouvoir a changé. C'est-à-dire que les barbares romanisés ont pris peu à peu la place, ont amené un nouveau modèle, donc plus monarchique, plus royal, donc qui va peu à peu vers le féodal. On se débarrasse en 476 du dernier empereur. Et de 476 à 486 continue à exister donc cette poche romaine, comme on disait tout à l'heure, c'est des irréductibles romains dans le nord de la Gaule, donc le royaume de Syagrius, qu'on appelle le royaume de Syagrius. Donc plus précisément, on appellerait ça, si on était plus histo, le diocèse de Soissons, pour revenir donc à la partition administrative de l'Empire. Un diocèse. Voilà, ça c'est la carte, donc qui est extraite d'un atlas historique que j'ai depuis que je suis gamin. Voilà, j'avais cette carte-là sous la main, donc je m'en sers. Oui, Voilà, bah, et on non, voit. mais voilà, donc pour vous situer un peu ce à quoi ça ressemblait à l'époque. Alors du coup, on passe au numéro 2 et à ce moment-là, j'ai un petit truc à vous lire. Et je vais vous lire le petit extrait que tu m'as envoyé qui est au début de ton roman. Oui, oui. Oui, parce que le roman, effectivement, comme il ouvre une parenthèse dans l'histoire. Je dis qu'il ouvre une parenthèse dans l'histoire parce que c'est-à-dire qu'on a une citation au début, une citation à la fin. Et entre les deux, j'ai placé cette histoire-là parce que Très, très habile, là. voilà. Placé comme si en fait tu combles, parce que c'est ce qu'on va voir, hein, les récits historiques de cette période sont assez lacunaires, et donc c'est dans ces lacunes qu'on peut insérer euh, de nouveaux récits. Et c'est un peu comme ça que entre ces deux citations de Grégoire de Tours, tu places ton récit. Alors justement, je vais commencer par lire cette citation d'ouverture. En 481, Childéric étant mort, son fils Clovis régna à sa place. Dans la 5e année de son règne, Syagrius, roi des Romains et fils d'Aegidius, résidait dans la ville de Soissons, dont Aegidius s'était autrefois emparé. Clovis, ayant marché contre lui avec Ragnacaire, son parent qui était aussi en possession d'un royaume, lui fit demander de choisir un champ de bataille. Celui-ci ne différa pas et ne craignit pas de lui résister. Le combat s'engagea donc. Et donc c'est un extrait de l'histoire des Francs de Grégoire de Tours qui date donc du VIe siècle. Et on enchaîne sur une scène de bataille, donc Voilà, pour la prise de Soissons. c'est beau. Ah, Voilà. alors, ouais, je te pose des questions par rapport un peu. Alors déjà, on a Blau qui nous dit est-ce que l'héroïne va beaucoup voyager ou est-ce qu'on reste dans la même zone au cours du roman par rapport à la carte justement? On reste dans la zone. On reste dans la zone. Oui, oui, oui. C'est pas. En fait, vraiment, là, autant le dire tout de suite, ça se passe sur quelques jours. Ça se passe en quelques jours, l'histoire, et Ah oui, on- le, la parenthèse est sur l'épisode de Soissons. Quoi. Donc, on quitte pas, autant le dire tout de suite, on quitte pas Soissons. d'accord, ah Ouais. oui, très intéressant. Alors, justement, si tu donc là tu m'as envoyé deux, trois trucs. Donc, si on commençait par parler un peu de
de ce qui est autour de moi là. C'est en Oui. luminure. Donc d'ailleurs, C'est tu un as reçu lumineux. un glouglou dans le chat, tu peux pas le voir, Ah, mais d'accord. Anishka t'a offert à boire parce que quand même, faut pas oublier quand on parle, quand on est passionné. Alors pourquoi tu m'as envoyé cette enluminure? Même si moi je le sais, hein, c'est purement rhétorique, hein. C'est en luminure. Alors, ça concerne même pas le texte en fait, mais ça concerne la couverture. Voilà. Attendez. Hop. Allez, hop. Petite manipulation magique. Ouh. Et voilà. Voilà pourquoi. En fait, c'est tout bête, hein, c'est un détail. Mais quand on a conçu la couverture, c'est la chance que j'ai eue avec en travaillant avec Angel Corp. C'est-à-dire que j'ai pu avoir un très bon dialogue avec l'illustratrice de cette couverture qui s'appelle Camille Cubi. Je la remercie encore. On a pu échanger. Alors, elle est arrivée avec un premier concept. Alors, moi, j'avais donné des idées et elle est arrivée avec un premier concept. Le premier concept n'était pas histo, quoi. Enfin, il n'était pas 5e siècle. Il n'était pas ni Antiquité tardive, ni au Moyen-Âge. Et il y avait des petites fioritures dans les angles tout autour qui faisaient un cadre. Et j'ai fait, à cette place-là, je veux bien mettre des trucs, mais ce serait bien quand même que ça fasse quand même au Moyen-Âge. Et j'ai envoyé, j'ai fait des recherches, j'ai envoyé des exemples comme ça, dans le milieu de période. Alors là, on est plus fin mérovingienne, on est plus 7e, 8e siècle. D'accord. Voilà. Mais voilà, au moins ça situe déjà plus l'époque. Et voilà, c'est peut-être juste un détail, mais au moins on a voulu faire quand même ce travail-là. Pareil, en fait, ce qu'il y a, c'est que même Épée? la police des fissures Ah, oui, pardon. c'est de la carolingine, je crois, si je me rappelle bien. Ah, d'accord, c'est de la Caroline. Caroline, oui, pardon. Voilà. Carolingine, on dirait une maladie. Et voilà. Et même la citation qu'on a au début du roman a pareil ce même traitement. Voilà. Hop. Ce même traitement. Voilà. On a encore ce petit travail Ouais, d'enluminure. ouais. Voilà. Il y a vraiment un très beau travail. Je remercie encore Angel Corp pour ça. Donc voilà, même dans l'objet final, on a quand même essayé de rester dans le contexte. Voilà. Alors, pour la suite du contexte, justement, tu as travaillé justement sur l'œuvre de Grégoire de Tours, qui est une des rares sources qui nous sont encore parvenues de cette époque. Parce que la seule, en fait, même, Ouais. et encore de l'époque. Oui, de Faut le l'époque, bien c'est-à-dire que dire. c'est un peu plus tardif, hein, bien Et entendu. oui, c'est ça. En fait, tu veux aller au bout de la question ou Bon, j'y vais. simplement te demander de développer à propos de Ben, cette source. je développe. Voilà, la C'est source c'est parti. Grégoire de Tours, donc l'Historia Francorum, donc l'histoire des Francs qui est écrite en fait au 6e siècle. Voilà, mon histoire se passe au 5e siècle. Quand Grégoire de Tours écrit l'histoire des Francs, il écrit bien après la mort de Clovis. Ce qui fait qu'il travaille à partir de sources, on ne peut pas les vérifier, hein, on doit le croire sur parole. Et il faut bien se douter aussi qu'on est dans un sens assez géographique. On est là, c'est un terme anachronique, mais on est sur un document de propagande en quelque sorte à ce moment-là. L'histoire des Francs parle beaucoup aussi de saints, de différents chefs de l'Église qui a à cette époque-là. Enfin, il passe plus de temps à parler de ça des fois que d'autres événements. Et certains disent que si Grégoire de Tours n'avait pas parlé de Clovis et de la bataille de Soissons, en fait, on n'aurait jamais parlé. Personne s'y serait jamais intéressé. Ça aurait été même pas un détail de l'histoire, quoi. Ça aurait été une crotte de mouche sur une carte quelque part, quoi. Et on n'a que ça. On n'a que ça. Enfin, Clovis, faut savoir quand même qu'au début, il en parle vraiment pas forcément dans les meilleurs termes, parce que c'est un païen, Clovis, et qu'on est donc sur un chroniqueur chrétien qui doit mettre en valeur donc l'importance de la dynastie mérovingienne pour le développement du christianisme en Gaule et dans cette partie de l'Occident. Et ce qu'il y a, c'est que quand il raconte l'épisode de Soissons, Grégoire de Tours, il raconte donc la fameuse histoire du vase de Soissons, où un évêque a demandé à
Clovis de lui rendre ce vase liturgique qui appartient à l'Église, et puis après on passe quasiment directement au baptême de Clovis. Enfin voilà, ce qui est important pour Grégoire de Tours, c'est de raconter les bons rapports que Clovis a eu avec l'Église à ce moment-là. C'est pas de raconter la vie de Soissons, c'est pas de raconter la bataille de Soissons même. C'est-à-dire que cette première citation que tu as lue, c'est 50% déjà de ce qu'on sait en fait de la bataille de Soissons. Voilà. C'est la grosse difficulté de cette histoire-là, et c'est la grosse difficulté en fait que j'ai eue au début. Enfin, c'est ce qui m'a motivé, parce que quand j'ai fait une fac d'histoire et qu'on a abordé l'histoire médiévale et que notre prof nous dit voilà, on démarre l'histoire médiévale, on est en 486. Non, même pas, on est en 476 d'abord. Rome n'est plus. Voilà, les forces en présence, les Francs ici, les Visigoths là. Et là, au fait, il y a un truc qu'on appelle le royaume de Siagrius, mais on n'en parlera pas parce qu'on sait rien. Comment ça, on sait rien? Et moi, je veux savoir. Alors, je cherche, je vais voir les sources, et ah oui, on sait rien. On sait rien. On a ce Grégoire de Tours là qui veut rien nous dire de plus. Et moi, en fait, c'est ce que j'ai voulu faire. C'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin. C'est à cause de ça. Déjà, parce que moi je voulais savoir mais comment on vit en fait pendant ces 10 années entre la chute de Rome et la prise de Soissons, l'effondrement de la dernière poche romaine en Occident, comment on vit avec cette pression barbare de tous les côtés, pas seulement en tant que Siagrius, parce que Siagrius est là, c'est le seul personnage historique quasiment de mon roman. C'est le seul personnage réel. Et, pour trouver en plus des détails sur Siagrius, au bout d'un moment même, il m'a fallu du temps. Il a fallu que je fouille, que coucou, je change de direction. Et je me suis retrouvé à devoir imaginer. Imaginez, voilà, j'ai imaginé une histoire. Enfin, j'aurais voulu faire des recherches, sortir un bel article peut-être sur quelle était la vie à Soissons, mais tout ce que je pouvais, c'était imaginer en fait. Ok. Voilà. À quoi m'ont conduit ces sources en fait très réduites. Après, même l'archéo ne nous aide pas beaucoup parce Voilà, que c'était la l'archéo, question. pour savoir. Et oui, l'archéo. Que fait l'archéo dans tout ça? Mine de rien, pas grand-chose. C'est-à-dire que même pour écrire mon roman, au bout d'un moment, j'ai trouvé un plan du Soissons antique. À un moment donné, mais c'est une projection parce qu'on n'a pas de fouille du Soissons antique. Le Soissons antique n'est plus qu'imaginaire. Et Voilà. la carte, bon alors je sais plus si tu te rappelles, mais la carte, elle datait de quand, cette carte imaginaire elle fait de C'est quand? une carte. Alors disons une projection quand même Ouais. de scientifique. Hein. C'était quand même, j'ai trouvé ça quand même dans un article d'historien. J'ai trouvé donc voilà comment d'après ce qu'on a pu quand même étudier, comment on peut supposer que Soissons était cadastré quoi à l'époque. Voilà. Mais pareil, voilà, pour les sources archéo, moi, ce qui m'intéressait, c'était quelle était la vie des gens de Soissons. Je voulais pas raconter la vie de Siagrius. Déjà que c'était difficile d'avoir des détails sur lui. Franchement, si je me basais, si j'allais si je m'appuyais à 100% sur les sources, je faisais une histoire de 2 pages. L'archéo, moi, je voulais savoir comment on s'habillait, qu'est-ce qu'on mangeait, dans quoi on mangeait, à quoi ressemblaient les maisons, etc. Ça, j'ai pu me baser disons, sur les modes de vie dans l'Antiquité tardive et le Haut Moyen Âge. Et voilà, j'ai dû faire une espèce de croisement à ce moment-là. C'est assumé, mais voilà, j'ai pas exagéré non plus. Enfin voilà, on est quand même avec des paysans qui vivent dans les chaumières. Enfin, Hmm. c'est pas des maisons en marbre. Hein. Oh là là, c'est quoi ça? Cette antiquité qui n'est pas recouverte de marbre blanc. Mais C'est triste. oh là là. Mais c'est pas Isto, la ville qui n'est pas en marbre blanc. Comment ça, les maisons sont trop riques? Et bah justement, tant qu'on y est, si vous avez des questions, n'hésitez toujours pas. Mm. Euh, Puisqu'on parle de savoir à quoi ça ressemblait, de Oui. savoir quel était le quotidien, je vous propose de passer justement à la diapo suivante où on va parler des associations de reconstitution. Voilà. Alors attention, 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 au début on va se voir en 10 000. Bonjour. Oh tiens, je vais La maison t'agrandir Mabille. toi. Voilà. J'ai upgradé.
Et Level up. voilà. Voilà. Ah là là. Alors ça, c'est... Vas-y, je te laisse. Bah voilà, oui. Ça, c'est des gens que j'ai rencontrés il y a pas longtemps. C'est terrible en fait. Je me rends compte qu'il y a des passionnés d'Antiquité tardive après avoir écrit mon bouquin. C'est dingue, hein. Enfin, je veux dire, j'ai fait des recherches, j'ai essayé de trouver plein de détails, des trucs comme ça, et je découvre les reconstituteurs d'Antiquité tardive maintenant. Ah, c'est Alors, pour le je tome suis 2. super content de les avoir. Pour le tome 2, on va pas s'avancer. On va pas s'avancer. J'ai pas signé pour un tome 2. En tout cas, voilà, je ne force pas non plus mon éditeur à accepter un tome 2. Bien Euh, sûr. voilà. Mais voilà, c'est les fédérati en l'occurrence que j'ai rencontré à un festival près de chez moi qui s'appelle Festin d'Histoire. Fest 1 d'Histoire, comme le département de l'Ain où j'habite. C'est beau. Et ils étaient, donc Festin d'Histoire, ça a lieu tous les 2 ans à Chazès-sur-Ain. Ils font venir plein de troupes de reconstituteurs. Donc de la préhistoire jusqu'à des temps plus modernes, donc Seconde Guerre mondiale, parfois jusqu'aux années 50, 60, des choses comme ça. On croise donc des chevaliers, des troupes napoléoniennes, tout, et puis des conférences. Enfin, c'était très bien. Et genre 2 semaines avant d'y aller, je vois qu'il y a la troupe des fédérati qui est invitée. Je fais, ah, je vais y aller. Et oui, en fait, c'était comme rencontrer un peu les personnages de mon roman. Voilà. Et là, on va pouvoir voir surtout sur les images, en fait, surtout des choses que j'ai découvertes moi-même finalement, parce que si j'ai écrit ce roman, c'est parce que j'avais cette curiosité-là aussi d'aller chercher, et l'envie de créer de la curiosité aussi pour cette époque, pour qu'on se rende compte que non seulement quand on parle de barbares, ils n'ont pas une image de barbares, enfin je veux dire, c'est pas des mecs en pagne ou en peau de bête, hein. Il faut savoir que les barbares étaient des fédérés, des fédérati, voilà, étaient des fédérés. Ils se battaient aux côtés des armées romaines pendant des siècles. Ils n'ont pas commencé genre dans les 10 dernières années pour ensuite poignarder l'Empire romain dans le dos, hein. Non, non, ça fait facile depuis le début du IVe siècle, voire fin du IIIe siècle, qu'on a des troupes franques, alamaniques ou autres dans les armées romaines. Donc ils ont appris à se battre avec les techniques romaines, avec l'équipement romain. Et inversement aussi, les Romains ont aussi adopté des équipements, des tenues barbares. Enfin, il faut se rappeler quand même que les Romains étaient des vraies éponges culturelles. Enfin, je veux dire, ils conquéraient un endroit et ils prenaient leur religion, ils prenaient leurs coutumes, ils prenaient leurs techniques, ils prenaient leur mode de gouvernance, ils prenaient tout. Ils absorbaient tout, ils recyclaient à donf. Et c'est bon de voir justement des reconstitutions de l'Antiquité tardive, justement pour nous débarrasser un petit peu de l'image de l'armée romaine qui serait juste issue d'un album d'Astérix. Voilà. On n'a plus les lorica segmentata du 1er siècle. On est sur des côtes de mailles en fait. Les mecs ils se battent en côte de mailles. On est sur du quasi chevalier médiéval déjà en termes d'équipement. C'est-à-dire qu'on n'est plus au glaive et au pilum. Le glaive et le pilum c'est fini depuis belle lurette aussi. Il y a toujours des lances parce que c'est l'armement qui ne disparaît jamais de toute l'histoire de l'humanité. Enfin, je veux dire un fusil à baïonnette même si c'est une lance, hein. On a toujours des lances, mais on a plus des boucliers rectangulaires. On a des épées, c'est-à-dire qu'on se bat plus au glaive. Enfin, on a quand même des trucs plus longs qui s'appellent des épées. Voilà, on appelle plutôt en latin, on appelle ça des spatae. Mais ce sont de vraies épées. Et puis il y a d'autres équipements, voilà, que j'ai pas, des choses que j'ai pas forcément inclus non plus dans mon roman. Parce que voilà, j'avoue que je suis pas là pour faire j'étais pas là pour faire un livre d'histoire, j'étais pas là pour faire un essai d'histoire, j'étais là pour raconter une histoire. Donc à un moment donné, je raconte une bataille. C'est une bataille qui se passe simplement avec des soldats à pied, quasiment. J'ai quelques cavaliers. On va me dire, c'est pas histo. Et les archers et les plumbata. Les plumbata, hein. Qu'est-ce que t'en as fait, les plumbata? Vous savez Oui. pas ce que c'est, les plumbata, hein? Les plumbata, eh ben, c'est l'équipement romain, comment dire, pas fétiche, mais vraiment presque symbolique de cette période.
C'est, pour simplifier, c'est des grosses fléchettes. C'est des grosses Ouais. fléchettes bien lourdes que tu envoies par volée à l'adversaire. Il y a des troupes spécialisées dans la plumbata, dans l'armée romaine, euh, qu'on envoie. Enfin, on n'envoie pas des javelots, bien sûr, on a des archers, on a des frondes, enfin, c'est des équipements. Mais c'est vraiment un truc qui a existé quasiment qu'à ce siècle-là. C'est-à-dire que vraiment, c'est un truc qui a marché pendant 100 ans dans l'armée romaine, qui n'existait pas avant, qui n'existait plus après. On ne sait même pas d'où c'est sorti à un moment donné. Est-ce que c'est le contact avec les Parthes ou quoi que ce soit qui apporte son... Ils ont ce truc-là. Je ne l'ai pas inclus. Pourtant, c'est vraiment spécifique. Voilà, moi j'ai fait un roman qui s'appelle L'épée sans nom, que je veux des mecs quand même qui se charclent à coups d'épée longue, quoi. Je veux qu'ils se passent le fer à travers le corps. Oui, et puis de toute façon, voilà, nous ce qu'on veut sur la chaîne, hein, c'est aussi montrer que voilà, on s'inspire de l'histoire, pardon, pour retransmettre, enfin, à travers nos univers, justement cette histoire et L'amour de mener les l'histoire, gens la à s'intéresser à tout curiosité, ça. voilà. Moi, si après, il y a... Enfin, c'est peut-être un rêve un peu fou, c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça, quoi, mais si j'ai des gens qui me disent, moi, en 10 ans, je me suis mis à étudier le haut Moyen-Âge, cette période-là, spécialement parce que j'ai lu votre bouquin, parce qu'on n'en savait pas assez et je voulais en savoir plus. Super, dis-moi ce que Oui, tu as appris, parce qu'en oui. fait, moi, je demande pas mieux que d'étoffer mes connaissances encore là-dessus. Si un mec vient me dire, ouais, mais là, ce détail-là, il est pas très histo. Bah parce qu'en fait, à un moment donné, j'ai quand même dû arrêter mes recherches parce que j'avais une histoire à raconter. En fait, au bout d'un Eh oui. moment, j'ai essayé de réunir un maximum de documentation. Et heureusement, en fait, entre l'époque de mon premier jet, il y a une douzaine d'années, et l'époque où je me suis remis à l'écriture, j'ai découvert de nouvelles choses. J'ai découvert des articles scientifiques sur cette période, mais encore c'était très succinct. Enfin, toujours des articles qui nous disent, on connaît quasiment rien là-dessus à part ce que nous dit Grégoire de Tours. Enfin, quasiment tous les articles scientifiques sur Soissons en 486 nous dit, on a Grégoire de Tours et après on est obligé de spéculer par rapport à ce qu'était l'armée romaine à la fin de l'Empire, ce qu'était la façon de combattre des Germains à cette époque-là. Voilà. Donc, moi, si on vient me dire, voilà, il y a quelque chose qui cloche à ce niveau-là, je dis super, ben, dans ce cas, quand j'écrirai à nouveau un bouquin sur cette période-là, ben, avec plaisir, je rajoute. Il y a, alors là, j'ai commencé à montrer une deuxième troupe que moi je connaissais, du coup, qui m'a rappelé justement quand tu parlais de ça. Donc, c'est les Herculani Juniores qui font à peu près la même chose. Mais il y avait surtout justement une question dans le chat qui disait mais est-ce que tu as déjà été tenté de faire justement un week-end de reconstite avec eux? Alors, quand les fédératifs, ben, je les ai Ouais. rencontrés juste là au d'août, au mois d'août. Le temps qui passe, tout ça. Je les ai rencontrés il n'y a pas longtemps, en fait. C'était là, il y a 2-3 mois, même pas. Et je les ai rencontrés là pour la première fois. Et enfin, on a toujours besoin de monde. Mais bien sûr, je sais. Enfin, avec mon job, par exemple, dans la presse, en plus, je rencontre des associations tout le temps. Je sais que les associations ont toujours besoin de monde. Et à chaque fois que je rencontre une association, même pas forcément d'une association qui me branche, enfin, une association sportive, parfois, je me dis, je dirais bien leur donner un coup de main. Ouais, mais j'ai envie de donner un coup de main à 10 associations, quoi. Enfin, t'avais envie de te lancer dans 10 projets. Sûr. Là, je suis encore en train d'écrire des trucs, hein, voilà. Enfin, je spoil peut-être la fin de l'interview, mais euh, j'écris encore des trucs. Enfin, j'ai plein de projets et si je me lance, je n'arrête jamais et j'ai plus de vie. J'ai une famille, des enfants, un travail. J'ai 24 heures comme tout le monde. J'adorerais, j'adorerais évidemment m'habiller en Siagrius et, euh, et moi aussi brandir ma spata. Mais voilà, et puis c'est les fédératifs, c'est une association qui est aussi un petit peu, je vais pas dire éclatée, quoi, mais un peu, il y a des membres un petit peu aux quatre coins de la France et faut aussi avoir le temps parfois de se déplacer simplement en plus sur des événements qui peuvent Bah se oui, trouver à c'est 4 bornes de l'histoire d'un chez week-end, soi. hein. Voilà, c'est Faut, pas que tu vas t'engager sur un truc et tu leur dis les trois quarts du temps, maintenant, comme c'est à 400 bornes, je peux pas venir. Non, mais après, ce que je pense que ce que le Bit Curieux demandait, c'est si, enfin, bon, après, c'est une question, hein, de toute façon, si tu pouvais juste faire un week-end avec eux en leur disant, waouh, j'ai écrit un bouquin qui se passe à cette époque-là, je t'en ai peut-être parlé, et dire, waouh, j'aimerais bien bah, juste un week-end en tant qu'invité, voir un peu ce que vous faites et en apprendre plus, quoi. Ouais.
Mais oui, oui, de toute façon, enfin, on va garder le contact, enfin, y a pas de problème. Absolument. Enfin, moi, je vais les recontacter dès que j'aurai besoin d'un peu plus de, de renseignements, de sources, enfin, s'ils ont quelque chose. Et puis, mais voilà, quand je suis allé ce festival Festin d'Histoire, donc je vous le recommande. C'est tous les 2 ans dans un. J'ai passé 2 heures à discuter avec eux. Quoi. J'ai passé 2 heures. Je leur ai expliqué, enfin, sans faire ma pub, quoi, simplement que, voilà, simplement en leur disant que moi j'adore cette période-là, à force. Vraiment, je suis bloqué dans ma passion pour l'histoire un peu sur cette période-là. Et je leur ai dit, en fait, les difficultés à chaque fois quand tu Mm. cherches quelque chose, tu es obligé de faire des recoupements, en fait. Voilà. Et oui, ils ont aussi parfois ces difficultés-là. Ils ont aussi ces galères-là. C'est pour ça que des fois aussi, ils font aussi du tardif oriental, c'est-à-dire un petit peu du côté de l'Empire romain d'Orient. Ils font aussi du barbare, c'est-à-dire qu'il y en avait sur ce festival qui était en tenue burgonde. Je vois que tu te moques, je continue à parler. Et mais c'est top, quoi. C'est top. Enfin, faut vraiment. Je lève mon chapeau quand même à ces gens-là qui sont tellement passionnés. Euh, voilà. Et puis voilà, quelle que soit l'époque qu'ils traitent, quoi. Voilà, c'est super de rendre l'histoire vivante comme ça, parce que voilà, c'est pas juste un truc. Enfin, il y a plein de gens qui. Enfin, je pense pas que ce soit les gens qui soient à l'écoute là ce soir, Si. mais Justement, tu tires le chapeau à nombre de personnes dans le chat qui font de la reconstitution, hein. et oui, voilà, parce que enfin, quand t'es parfois gamin, enfin c'était pas mon cas parce que moi j'avais des profs d'histoire parfois qui étaient fêlés, quoi. Enfin, j'ai un prof d'histoire qui nous a expliqué ce que c'est le harakiri, quoi. Enfin, le seppuku. Il avait mis une élève sur le bureau et il fait alors là, tu vois, tu te tranches le bide et puis moi je te décapite derrière, quoi. Enfin, il nous a fait une démonstration comme ça, c'était génial. Et voilà, enfin, mais c'est pas une matière qui sent la poussière, l'histoire. Voilà, c'est une matière vivante. Avec des gens qui connaissent le déodorant. Comme une Kumbata. Voilà, Voilà, justement. la grosse fléchette. Voilà. Qu'ils envoyaient comme ça par volet de sang. Hein. Ils s'y mettaient à plusieurs, ils en envoyaient, ils en avaient quelques-unes accrochées dans leur bouclier, en fait. C'est dans le bouclier, ils ont des rangements, et puis après, ils commencent une bataille comme ça. Ok, donc je vous propose désormais, alors il n'y a plus de questions, je vois, il n'y a que des remarques de reconstituteurs en mode rejoins la secte, etc. Euh, Moi je vais, bah, du coup on va passer peut-être à la partie littérature, inspiration littéraire. Et oui, oui, le temps passe, on passe un tellement bon moment. Enfin, le temps passe. Oh, qui sont beaux ces gens-là. Alors voilà, et ben Voilà. écoutez, moi je connaissais quasiment aucune de ces personnes. Alors si tu nous les présentais, si tu disais un peu bah voilà qui sont, comment ils t'ont inspiré, etc. etc. Alors, il n'y a pas que des personnes là-dedans. En fait, il y a au tout plein milieu, hein, bien rouge, hein, qui se voit, c'est la revue archéologique de Picardie. Ceux-là, un de ces quatre, je vais acheter tous leurs numéros. Enfin, s'ils sont encore, s'ils existent, ils sont pas encore. Parce que ça, c'est un numéro des années 80, par exemple, qu'on voit là à la couverture, qui m'a beaucoup servi en fait sur mon roman parce qu'il y avait des articles en fait sur 486. Enfin, j'ai réussi comme ça dans la revue archéologique de Picardie. On les trouve tous sur percé.fr. Alors percé.fr, enfin moi quand j'ai commencé à me balader sur ce site, mais c'était les cavernes d'Alibaba. Et je suis tombé sur la revue archéologique de Picardie et j'ai trouvé des détails sur Vitellius. Je les avais pas quand j'ai commencé à écrire mon bouquin, je les avais pas. J'ai, j'ai, c'est génial, quoi. Enfin voilà, ça c'était encore dans la partie histo. Voilà, ça fera le point, le petit tiret, le trait d'union entre les deux. Non, non, mais c'est pas grave, mais il est là. Voilà, c'est très bien. Voilà. Moi, je leur ôte mon chapeau aussi encore à ces gens-là qui sont aussi des passionnés en fait localement. Enfin, on a des petites, il y a tellement d'associations aussi historiques de passion d'histoire qui veulent partager ce genre de choses. Enfin, et pour la littérature, ben voilà, en fait, on a juste non, ça lag. Ah, voilà, là où ne montre pas mon doigt, de l'autre côté. Michael Moorcock.
Voilà, j'ai fait une histoire avec une épée noire. Oh, qu'est-ce que c'est original, Michael Moorcock l'a fait avant. Bah, évidemment, Michael Moorcock l'a fait avant, vous m'apprenez un de ces trucs. J'adore Michael Moorcock. Voilà, enfin, je veux dire, Elric des Dragons, Elric de Meldy-Bonnet, c'est un truc que je lisais à l'époque où j'ai commencé à écrire mon bouquin, même un petit peu avant déjà, je lisais Moorcock. Cette thématique du champion éternel, c'est quelque chose que j'adore. Le champion éternel, c'est aussi un archétype. Et cette idée d'archétype, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. C'est cette idée d'un concept auquel se rattachent un petit peu des idées qui traversent le temps, qui traversent l'espace. On trouve des archétypes, voilà, d'épées magiques partout dans le monde, des armes magiques de manière générale, partout dans le monde. C'est-à-dire d'est en ouest, d'un bout à l'autre du continent eurasien au moins. Ça, c'est certain, on trouve. Donc même Michael Moorcock n'a rien imaginé pour ça. Mais voilà, je suis obligé de le citer parce que c'est un personnage que j'admire, comme tant d'autres écrivains que je n'ai pas le temps de citer ici. Oui, voilà, c'est assumé. Voilà. Enfin, spontanément, quand j'avais commencé à écrire l'épée sans nom, voilà, c'était noir. Voilà, parce que voilà, moi, j'aime vraiment traiter ce sujet des archétypes. Et je voulais aussi, en plus de revenir en fait à une époque un peu fondatrice, c'est-à-dire le tout début du Moyen Âge, en fait, ce moment de bascule. Je voulais aussi un peu revenir un petit peu au fondement peut-être de tout l'imaginaire médiévaliste, dans lequel les épées ont évidemment une place prépondérante dans cet univers-là. En fait, j'ai voulu, en même temps que aller donc dans une espèce d'époque fondatrice de cette époque, remonter, peut-être essayer de placer aussi à cette époque-là, un peu artificiellement par la fiction, placer à cette époque-là le point de départ aussi des légendes. C'est un peu pour moi voilà, j'ai envie de placer dans mon univers, ça commence là, quoi, les histoires d'épées magiques et de dragons. Et en dessous, t'as droit. C'est Neil Gaiman. Si tu connais pas Neil Gaiman, enfin j'ai envie de dire, tu vas sur Netflix. Il y a Sandman, c'est très bien. Non, ne va pas seulement sur Netflix, tu vas lire Neil Gaiman. Enfin, moi, j'ai commencé Neil Gaiman par Sandman. Voilà, pour ceux qui ont vu la série Netflix, c'est bien, c'est un bon point de départ, mais allez lire tout Sandman. Enfin, moi, Et pareil, c'est parce que c'est un homme qui travaille avec les archétypes, c'est un conteur exceptionnel. Il travaille beaucoup avec les archétypes, avec des concepts un peu éternels qui... Il fait ça tellement bien. Et puis il travaille avec des illustrateurs géniaux. Enfin, les couvertures de Dave McKean, l'artiste Bill Sienkiewicz aussi, qui est génial. Enfin, voilà. Et puis Neil Gaiman, voilà. Vous avez peut-être vu Coraline, c'est de Neil Gaiman, le film Coraline. Si vous avez vu la série American Gods, c'est Neil Gaiman à la base. Si vous avez vu Good Omens, qu'il a écrit avec Terry Pratchett, c'est Neil Gaiman. Enfin, ce mec est un talent fou, quoi. Il fait même un bouquin sur la mythologie viking qui est vraiment bien fichu. Enfin voilà. Neil Gaiman, c'est vraiment un personnage que j'admire beaucoup. Et après, je vais passer à Serge Brussolo, un Français. Voilà. Pour l'inspiration, du coup, tu t'en es servi comment? Alors, pour Serge Brussolo, je m'en suis servi. Ouais, pour l'inspiration, je m'en suis servi parce que Serge Brussolo, c'est les femmes. En fait, ce qu'il y a, c'est que Serge Brussolo, je me suis rendu compte à force de le lire que dans trois quarts des cas, le personnage principal est une femme. Et c'est des femmes combatives, c'est des femmes qui ont des failles, c'est des femmes, mais surtout qui met dans des situations mais horribles, quoi. Enfin, Serge Brussolo fait de tout, hein, du roman jeunesse au roman d'horreur. Mais même quand il fait du roman jeunesse, par exemple, son Peggy Sue contre les fantômes, enfin, je veux dire, moi je dis souvent que si Harry Potter avait vécu la moitié de ce que Peggy Sue vit, Harry Potter, il n'aurait pas se passé le premier tome. Voilà, en fait, voilà. Et voilà. Serge Brussolo m'a inspiré justement pour ces personnages féminins. C'est aussi pour ça qu'à un moment donné, quand j'ai commencé à écrire certains trucs et que je bloquais, je me disais, je mets un personnage féminin et tu vois si ça marche mieux. Et c'est comme ça un peu que Kyria est arrivé. Et là, je cite le Château des Poisons là, dans les illustrations parce qu'on est dans l'un de ces romans médiévaux fantastiques, le Château des Poisons.
où on se retrouve en plus encore avec une espèce d'artefact noir, dit une armure qui aurait un pouvoir extraordinaire, mais qui tue des gens. Ah oui, c'est embêtant. C'est embêtant, ouais, tu rentres dedans et puis t'en sors pas. C'est un peu bête, hein, effectivement. Voilà, voilà. Voilà, c'est s'il y a des voilà, moi je suis quelqu'un qui assume mes influences, qui voilà, plus un peu dans artistiquement, on est un petit peu on parle de postmodernisme par exemple, où on est toujours par exemple dans le cinéma, des cinéastes qui citent d'autres cinéastes, qui citent d'autres films avec plein de références partout et personne et tout le monde trouve ça génial. On est comme ça partout en fait aujourd'hui. On peut plus être 100% original, qu'il n'a jamais été 100% original. À un moment donné, Et puis quel est l'intérêt, hein, finalement? quel est l'intérêt? Enfin, au bout d'un moment, à part se sentir les aisselles pour dire comme ça sent bon, je vois pas l'intérêt. À un moment donné, voilà. Moi, j'aime avoir utilisé une épée noire parce que c'est ce qui m'a fasciné. Voilà. Euh, Là, il y a eu une autre inspiration à l'époque où j'avais écrit que je cite pas ici, j'ai pas demandé à l'illustrer, c'est Lovecraft à un moment donné. Parce que je lisais aussi beaucoup Lovecraft, parce qu'il y a des scènes où justement l'esprit de mes personnages est quand même mis à rude épreuve, comme dans les romans de Lovecraft. C'est une influence que j'ai dû quand même beaucoup balayer après dans l'écriture, parce que ça alourdissait beaucoup le style. Voilà, pour les influences littéraires. Ouais, Il y a donc le Bit Curieux qui du coup, nous demandait pour trouver l'inspiration, t'es-tu aussi penché sur les récits d'Orient, d'Asie? Je pense notamment aux katanas des guerriers japonais, qui ont aussi un rapport particulier avec leurs armes, comme quoi ça serait l'âme du guerrier, etc. alors, il y a j'ai pas voulu verser vers l'Orient parce qu'on est dans le 5e siècle, en tout cas pour ça. Enfin, c'est quelque chose qui me touche évidemment. Enfin, je veux dire, comme je disais, enfin, moi je suis un gamin, je suis un grand gamin qui regardait il y a un paquet d'années de ça maintenant Highlander à la télé. Et, enfin, Duncan MacLeod, il se battait avec un katana, quoi. Enfin, évidemment, ça, c'est quelque chose qui me fascine. De toute manière, enfin, quelle que soit la forme de l'arme. Donc, c'est pas forcément une inspiration, c'est pas forcément l'âme de l'épée qui m'inspire. Ça m'inspirera peut-être un autre jour, mais j'ai pas voulu passer vers l'Orient à ce point pour les influences. Voilà, comme je disais, pour moi, il y a des concepts qui traversent vraiment toute la culture humaine globalement, enfin d'un bout à l'autre, au moins du continent eurasien. Je n'irai pas jusqu'à me parler des cultures précolombiennes ou africaines. Je peux pas me prononcer là-dessus. Mais les armes magiques, je crois que c'est un petit peu Le point c'est un commun. truc éternel. Voilà, c'est un Mm. truc éternel. Voilà. Euh, hmm. Bah, les gens, préparez vos questions, puisque nous arrivons dans la phase question, même si bon, vous avez déjà tous posé vos questions. Moi, j'ai posé la première. Bah, tu en parlais, tu spoilais un petit peu, mais tu vas quand même pas t'arrêter à un seul bouquin. Non, Voilà. maintenant, non, non, non. Enfin, déjà, comme je disais, enfin, ça fait depuis vraiment 2019 que je me suis remis à la fiction, donc ça fait depuis le 2019 que j'essaie de garder le rythme. Donc j'ai des projets qui ont démarré, qui restent à finir. J'ai des nouvelles que j'ai écrites ou que j'ai essayé de soumettre à des appels à texte pour des revues, des fanzines, des trucs comme ça. Donc j'ai un catalogue de nouvelles à force qui doit frôler la bonne douzaine voire quinzaine de nouvelles. Et je suis de toute manière déjà sur l'écriture d'un roman. Oh. Enfin, je suis pas seulement dessus. Enfin, je suis dans l'avant-dernier chapitre. Ah oui, d'accord, ok. Ça va, hein, je vais pas vous faire patienter. Si vous aimez l'épée sans nom, je vais pas vous faire patienter longtemps. D'accord, Après, il va falloir du temps pour le faire éditer, quoi. C'est tout, parce que c'est pas forcément le même genre. Pour tout dire, c'est un roman jeunesse. d'accord. Voilà. Parce que il y a dans l'épée sans nom, j'apporte il y a beaucoup de passages qui parlent de l'enfance. On en parlait aussi Euh, durant le live dernier, je sais plus si t'avais vu avec Fabien, mais... Enfin bref, vas-y, continue. et du coup, c'est quelque chose que j'ai voulu explorer un peu plus. Et donc voilà, je tente le roman jeunesse parce que c'était un test, c'était un défi, puis ça marchait. J'ai apprécié les histoires que j'ai commencé à écrire, donc je vais au bout. Bah, justement, en Voilà. plus, chez Angel Corp, là, ils ont sorti les versions jeunesse de Léger, Phobos. oui, de Phoebus, oui, oui, des Donc, 8 ans, bon, effectivement. voilà. Donc oui, oui, donc ils sont un rayon jeunesse aussi. Mais c'est le seul rayon jeunesse, hein, pour l'instant. Pour l'instant. Oui, oui, voilà, Et peut-être.
Et justement, bon Plutôt. alors, ces autres récits, c'est donc encore de l'historique ou c'est quoi les Oui, thèmes oui, généraux oui, là, vraiment, tout ce que j'ai envie d'écrire, en fait, depuis l'épée sans nom, ça reste un peu bloqué dans cette période-là. hein. Je me sens à l'aise dans ce 5e siècle, voire peut-être fin de 4e siècle, début de 6e, enfin vraiment dans ce siècle-là, entre 400 et 500. Il y a il y a plein d'histoires à écrire. Il y a des personnages que j'ai découverts dans l'Antiquité tardive, même côté romain, qui me plaisent. J'ai envie d'écrire l'histoire. Et voilà, je suis à l'aise. Je vais faire peut-être 3 bouquins, peut-être dans cette période-là. Ouais, histo. Puis même quand Justement, ça en sera plus, pas. il y avait moi, en cours de latin, on avait traduit une partie du coup de Grégoire de Tours, de l'histoire des Francs. On avait traduit, alors rapidement, hein, c'était, je l'ai sur mon... Rapidement, c'est une traduction tout à fait approximative et sommaire d'un extrait. Mais donc, c'est le roi Clotaire. Oui, euh, oui, effectivement. En fait, Mais qu'est-ce bon, que je j'ai vais lu vous un le peu lire plus parce que loin? je suis un peu paumé, mais donc, à cette époque, le roi Clotaire avait un fils nommé Dagobert, un jeune homme efficace et actif, habile en toutes choses et des plus astucieux. Quand il fut adulte, le roi l'envoya pour régner sur les Austrasiens avec le duc Pépin. Les Austrasiens et les Francs du Nord, réunis en un seul peuple, établirent Dagobert comme leur roi. À cette époque, les Saxons, excessivement rebelles, rassemblèrent une armée composée de plusieurs nations contre le roi Dagobert et Clotaire. Dagobert ayant rassemblé une grande armée, franchit le Rhin et n'hésita pas à aller au combat contre les Saxons. Et pendant qu'il combattait vigoureusement au plus fort de la bataille, Dagobert fut frappé au casque sur la tête, et une petite partie de ses cheveux fut coupée, que son écuyer, debout derrière lui, ramassa. Mais lui, voyant les siens blessés, dit à son écuyer: Va prestement tout de suite, avec ces cheveux de ma tête, voir mon père, et qu'il nous secourt avant que toute l'armée ne tombe. Il courut vite et traversa la forêt des Ardennes jusqu'au fleuve où le roi Clotaire était arrivé avec une grande armée. Et quand il lui eut montré les cheveux de son fils, donc au roi, il fut pris d'une terrible douleur, le roi. Leva le camp de nuit, avec le bruit des trompettes, traversa le Rhin avec son armée et parvint au secours de son fils. Et donc lorsqu'ils se sont réunis, donc Clotaire et son père, donc Clotaire et son fils, les hommes applaudissaient avec leurs mains, logiquement, mais c'était une précision dans le texte latin, avec leur cœur joyeux. Donc ces hommes se sont installés à côté de la Weser. Berthold, le duc des Saxons, se tenait sur l'autre rive de ce fleuve, prêt à se battre quand il le voudrait. Et en entendant ce tumulte du peuple, donc les Francs, il demanda ce que c'était. Ils lui dirent, ces hommes: Le roi Clotaire est venu, c'est à cause de cela que les Francs sont contents. Il répondit alors d'Orient: Vous mentez, vous délirez quand vous dites que Clotaire est parmi vous, parce que nous avons entendu dire qu'il était mort. Alors le roi, lui aussi, se tenait là avec sa cuirasse et son casque, ses cheveux blancs attachés dessous. Quand la tête du roi apparut, découverte de son casque, il sut que Berthold était le roi, et dit: Tu étais ici, vieille jument! Le roi, très indigné de cette insulte, entra dans la rivière Weser et traversa à la nage avec son cheval, qui était très rapide, et, avec toute la violence de son caractère, poursuivit Berthold. L'armée des Francs, à la suite du roi, franchit avec peine le fleuve à la nage avec Dagobert par de terribles tourbillons. Le roi Clotaire, ayant rejoint Berthold, l'attaqua vigoureusement. Et Berthold dit: Éloigne-toi de moi, ô roi, de crainte que par hasard je ne te tue. Car si tu triomphes de moi, ainsi tout le monde dira que tu as tué ton serviteur Berthold le gentil. Tandis que si je te tue, alors une grande rumeur se fera entendre parmi tous les peuples que le plus vigoureux roi des Francs a été tué par un serviteur. Mais le roi n'était en aucune manière satisfait de ces paroles, et l'attaqua bien plus encore. Et ainsi l'écuyer du roi, le suivant de loin, lui cria: Raffermissez-vous contre votre adversaire, mon seigneur le roi. Les mains du roi étaient très lourdes, il était en effet couvert de sa cuirasse, et l'assaillant, il le tua. Il emporta sa tête sur un épieu et revint vers les Francs. Il pleurait, ne sachant pas ce qui était arrivé au roi, et lorsqu'ils le virent, ils se réjouirent beaucoup. Voilà, donc la traduction approximative, mais
à peu près l'idée de l'histoire, hein. Donc ça nous a fait bien rire en cours. Ce morceau de cheveux. Vas-y. Les cheveux, c'est important chez les Mérovingiens. Enfin, Eh oui. faut pas rigoler avec les cheveux. Et justement, Voilà. ça peut justement, enfin, ce détail, on sait que toutes les intrigues de romans reposent sur des objets. Et justement, là, cette mèche de cheveux, ça pourrait carrément être le départ de quelque chose. Hum, les cheveux, enfin, moi, ce que j'aime bien, enfin, chez les Mérovingiens, ce que j'aime bien, c'est ce truc, à chaque fois que tu te débarrasses de quelqu'un, tu lui coupes les cheveux, tu le tonds, tu fais quelque chose, enfin, t'as perdu tes cheveux, t'es plus roi. Hop là, t'es plus un mec. Tu peux plus gouverner, point. Moi, ce que j'aime surtout chez les Mérovingiens, enfin, c'est leurs un truc de course, c'est un truc de dingue. Enfin, je veux dire, Game of Thrones, c'est du pipi à comparer. C'est. Il y a un, deux, trois Asiatiques. C'est trois de trop. C'est ça. D'accord. Il est mort. Il est mort de maladie fulgurante. Oh, Oh, c'est c'est pas triste. Oh là possible. là. Et enfin, je veux dire, la dynastie mérovingienne, enfin la période mérovingienne, mais c'est un creuset à histoire. Enfin, il y a de quoi faire des sagas, mais interminables. Enfin, ça dure. Ils se font ça quand même pendant 200, 300 ans. Et tu dis qu'ils ont dû commencer ce genre de truc longtemps avant, ce genre de délire. Et d'ailleurs, Clovis n'a pas été le dernier, n'a pas été loin d'être le premier, loin d'être le dernier, par exemple. Il a quand même bien zigouillé quelques-uns de ses cousins pour être sûr qu'il ne se dispute pas au bout d'un moment tout le royaume qu'il a conquis du nord au sud de la Gaule. Donc c'est vraiment une période comme ça qui est vraiment fascinante pour moi. Voilà, toujours dans le but voilà, de créer de la curiosité. Quoi. Si je continue à explorer cette période-là, c'est vraiment pour continuer à créer de la curiosité pour cette période. Et C'est justement, pour ça, ça. c'était une question que j'ai, et parce que moi, je compte le faire quand je publierai quand ça sera publié. Euh, Justement, parce que moi, je m'inspire énormément de l'histoire, etc. J'aime placer des références, etc. pour justement intéresser le lecteur. Je compte mettre justement une bibliographie pour aller plus loin à la fin du roman. Euh, Est-ce que tu as fait ça dans ton roman ou est-ce que peut-être tu comptes le faire Non, dans celui-là, déjà, il n'y a pas de bibliographie. Il n'y a pas de bibliographie parce que déjà, ça n'a pas été demandé et qu'elle aurait Ah, eu l'air un peu maigre. ouais. J'avais contacté à un moment donné un éditeur qui demandait, qui faisait beaucoup d'histo, il voulait de la bibliographie dedans. Et il m'a dit, elle est pas un peu courte votre bibliographie. Oui, enfin, c'est pas ma faute, c'est des sources, quoi. Ah oui, bah oui, Et donc, non, par contre, voilà, moi, ce que j'ai fait, c'est des notes de bas de page. Voilà, moi, j'ai vraiment pour d'accord. qu'il y ait ce côté un petit peu didactique dans mon roman, c'est-à-dire que dès qu'on est un petit peu sur un terme technique, quand il y a certains termes que j'ai laissés en latin, j'explique. Par exemple, le patrice, simplement le patrice Siaglius, patrice, c'est pas son prénom. Quand j'ai fait faire mes bêta lectures avant envoi aux éditeurs, j'ai fait bêta lecture. J'ai des gens qui m'ont dit j'ai compris au bout d'un moment que Patrice c'était pas son prénom. Ok, note de bas de page parce que là effectivement c'est galère sinon. Oui. Faudrait vraiment pas qu'on croie ça. Donc voilà certains trucs comme ça qui. Mais voilà, vraiment parce que moi j'ai toujours moi à une époque je m'imaginais devenir prof et je l'ai pas fait. Parce que à l'époque où je commençais à me lancer, je voyais des réformes qui me disaient pas envie. Ouais. Mais voilà, ça m'a jamais lâché. Donc c'est pour ça des notes de bas de page. De ça ou des Alors, notes finales, de faire un glossaire final ou faire un dossier, un petit dossier en fin de roman. Peut-être avec le roman jeunesse justement qui donc est ouais. toujours histo. Le roman jeunesse justement peut-être faire un petit dossier comme ça pour les jeunes, pour les gamins, pour voilà, pour aller plus loin, pour comprendre un petit peu mieux. Alors, j'avais des questions. Donc, le bit curieux qui demande Frédéric, quel conseil donnerais-tu pour ceux qui cherchent à créer, quel que soit le format, le support, mais qui ont souvent des pannes d'inspiration? As-tu des types qui ont marché pour toi durant l'écriture de ton roman, par exemple? Merci beaucoup. Donc, mis à part du coup le passage, le changement de sexe, que du coup ça on l'a déjà abordé. Un changement de sexe, c'est une résurrection même. Hein. Ah, ça- Rappelez-vous, j'avais un paysan veuf qui se retrouve avec une femme. C'est cool ça. C'est plus fort que le christianisme. Pas mal, ouais. L'auteur. Pardon pour les sensibilités religieuses. Mais le type, écrire, dans mon cas, enfin, c'est un truc. Mais vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui vendent des
bouquin aux gens qui veulent apprendre à écrire et tout ça. Et au début, ils disent le secret, c'est écrire. Et ils terminent le bouquin au bout de 300, 400 pages. Des fois, le secret, c'est écrire. C'est ça. En fait, moi, j'avais ce que j'appelais ma gymnastique quotidienne. C'est-à-dire que chaque jour, c'était 1 heure, je m'imposais à écrire. Pas forcément pour que ça donne quelque chose. Pas forcément pour que parfois, ça reste à l'état de brouillon. Parfois, je n'avais pas du tout d'idée. Des fois, je racontais ce qui se passait autour de moi. Mais c'était garder cette habitude-là. Et des fois, il y a quelque chose qui sort. Donc, on ne sait pas forcément ce qui va sortir. Des fois, tu pars d'un mot, tu pars d'une phrase, tu pars d'un. Moi, j'avais des trucs comme ça. Enfin, il y a le fameux truc, tu prends un bouquin, page 36, tu prends le 8e mot, et puis tu écris un truc là-dessus. Ça va te servir à rien. Hein. Tu sortiras pas forcément un roman à partir de ça, mais tu garderas l'habitude. Tu maintiendras en fait le mécanisme créatif actif en permanence. Pour moi, ça évite la page blanche. Enfin voilà, on parlait de Serge Brussolo tout à l'heure. J'ai écouté aujourd'hui plutôt une interview de Serge Brussolo. Il raconte, le mec, il a écrit plus de 200 bouquins, hein, Serge Brussolo. Il a écrit plus de 200 bouquins. Il sort 1 ou 2 bouquins par an. Ils sont bons. Enfin, je veux dire, ils sont parfaitement lisibles. Enfin, t'as pas un roman où tu te dis c'est pourri. Enfin, il aurait dû se relire, le mec. Non. Mais parce qu'en fait, il écrit à longueur de temps. Il connaît pas la page blanche, il continue. Donc, parce que la page blanche, la panne artistique, c'est quand t'arrêtes la panne créative, c'est quand t'arrêtes de créer. Il y avait une autre question, donc ça me fait penser dans la mythologie irlandaise, si les rois n'étaient pas complets, donc qu'il manquait des membres, il n'était plus légitime au trône. Et Nuada, qui s'était fait amputer de son bras par un rival, s'en serait fait forger un en argent pour reprendre le pouvoir. Oui, non, mais on est toujours dans le symbole. Et c'est la symbolique du cheveu, même c'est perpétué, enfin, jusqu'à l'époque moderne, chez les rois de France. Enfin, les grosses perruques de Louis XIV, à quoi ça lui servait C'est pas uniquement pour faire joli, c'est pas forcément pour lui tenir chaud. C'est encore une marque de pouvoir. La perruque énormissime qu'il a sur la tête, c'est hérité des Mérovingiens. C'est le cheveu qui marque la puissance. T'as pas forcément la couronne en permanence sur la tête, par contre, t'as le cheveu sur la tête. Si t'as plus le cheveu, t'as intérêt d'avoir quelque chose qui a l'air d'être des cheveux. Va falloir que je mette une perruque bientôt, moi. Voilà, moi, c'est bon. Hein, Et toi, bien c'est bon, jusque-là. tu remets Moi, par-dessus, au pire, c'est bon. moi, depuis que j'ai compris ça chez les Mérovingiens, je me méfie, quoi. Enfin, en cas de retour du système, je suis pareil. Bah écoutez, si vous avez d'autres questions, on est à la fin du temps Juste, réglementaire. Un complexe et Gilon, je non, peux pas du balancer tout. un peu moi, je peux balancer un petit peu de la biblio encore. Enfin, c'est pas forcément des trucs qui m'ont servi à l'époque de l'écriture. Enfin, si, le Ouais, vas-y, mérovingien, balance. un bon petit que sais-je. Hein. C'est toujours bien un que sais-je. Enfin, il y en a sur tellement plein de thèmes des que sais-je des fois. On s'étonne même qu'ils aient fait un que sais-je sur ça. Mais mérovingien, très bien. Enfin, pour situer un petit peu au moins le début avec Clovis. Voilà. J'ai Michel Pastoureau, alors c'est pas forcément la bonne période, parce que là il est plus 12e, 13e siècle avec ce bouquin-là. Mais c'est très bien quand même pour la vie quotidienne justement en France. Enfin, si on veut savoir un petit peu comment vivait le peuple, simplement parce qu'on l'a quand même toujours eu en tout cas pour ceux qui ont étudié surtout l'histoire de France, qui sont arrêtés au lycée, on connaît simplement les dynasties, les puissants, enfin l'histoire des puissants, donc c'est toujours intéressant. Celui-là, je l'ai découvert plus tard, parce qu'il est sorti après que j'ai écrit mon bouquin. De Martin Aurèle, Excellure, Durandal, Joyeuse, la force de l'épée, donc toute la symbolique de l'épée depuis le haut Moyen-Âge. Voilà, et au-delà. Donc, c'est donc des épées qui ont des noms, évidemment. Voilà. Pastoureau, encore, j'y reviens, parce que je l'ai lu là il n'y a pas longtemps. Ça faisait longtemps que je m'étais gardé ça depuis longtemps. Qui est un historien de la couleur, Michel Pastoureau, donc noir. Voilà, et noir, mon épée est noire parce que le noir frappe l'esprit, parce que le noir c'est culturel, c'est généralement quelque chose de funeste, mais pas toujours. Michel Pastoureau l'explique bien. Il termine sur la question, est-ce qu'à notre époque, le noir n'est pas devenu commun? Parce que le noir, en fait, on peut le fabriquer partout, ce qui n'était pas forcément évident de mettre du noir partout autrefois, parce qu'on n'avait pas la technique pour faire du noir. Des fois, un vrai noir, bien noir. Qu'aujourd'hui, on peut avoir du noir partout, hein, sur le micro, sur mes fringues, sur un livre, on peut imprimer noir sur blanc. Le noir n'est pas commun parce que le noir, on l'associe toujours à quelque chose qui
est cool des fois. Hein. Le rocker, il est noir, il est en noir, quoi. Mais donc l'épée noire, elle est cool. Hein. L'épée d'Elric, elle est super cool. Putain, tu te retrouves, quand l'épée d'Elric, elle te traverse la gorge, même moins le côté noir, quoi. Enfin, tu sais pourquoi il fait peur, le noir. Enfin, on a peur Ok. du noir. Enfin, il y a voilà, les jeudis noirs, il y a des choses comme ça. Donc voilà. Et puis, que j'ai pas cité, parce que voilà, j'ai fait aussi des études de philo, c'est lui. Ah C'est oui. Platon. C'est Platon parce que voilà, moi, il y a un petit peu de philo que j'ai placé dans mon bouquin. Je dis pas où parce que c'est pas forcément au début en plus, mais Platon est passé par là. Là, j'ai montré La République aussi parce que j'avais un prof de philo qui le comparait à un dragon, quoi. Il faut l'affronter, la République. Hein. Tu vas pas en sifflotant pour affronter la République. Voilà, les amateurs de fantasy apprécieront. Voilà. Voilà encore pour un petit peu de biblio, Alors, ce que je conseille. on avait une question. Connais-tu le livre Le héros aux mille et un visages de Oui, Joseph oui, Campbell, oui. hein. Alors, je l'ai pas lu parce que j'ai pas envie de tomber. Alors voilà, j'ai pas envie de tomber dans la théorie d'écriture non plus aussi. Il y a plein de livres qui sont conseillés pour apprendre l'écriture. J'ai pas envie de m'imposer un cadre parce qu'au bout d'un moment, trop de lecture, au bout d'un moment, on n'écrit plus. C'est tout simple. Enfin, moi, j'écris parce qu'au bout d'un moment, je trouve plus quoi lire. Enfin, j'écris quand à un moment donné, je trouve pas l'histoire que je veux lire. Quand je trouve pas l'histoire que je veux voir dans un film, dans un jeu vidéo ou quoi que ce soit, je me mets à écrire l'histoire que j'ai envie de lire. Donc, à un moment donné, je me dis stop. Et puis surtout, à force d'aller dans de la théorie, on finit par y donner trop d'importance. Pareil qu'avec les sources histo, au bout d'un moment, je me suis dit stop. Il me fallait des sources histo parce que je voulais faire quelque chose d'histo, mais c'était surtout des limites à pas dépasser au bout d'un moment. Les sources historiques. C'est voilà, à un moment donné, tu vas éviter quand même de mettre déjà le truc tout bête ce que je disais. Enfin, tu mets pas un glaive et un pilum dans les mains d'un légionnaire romain au 5e siècle. Et plus équipé comme ça. Voilà. Tu peux utiliser le mot glaive peut-être à un moment donné comme un synonyme de l'épée, comme c'est fait par exemple des fois dans les romans de Chevalier de la Table Ronde. C'est-à-dire que par exemple, il cite une épée, il parle d'un glaive, quoi. Mais c'est pas un glaive, on le sait bien. Pas le gladius de cette taille, c'est une épée. Voilà, il faut pas non plus que la documentation devienne un frein. C'est juste faut pas non plus, enfin c'est pas forcément un frein, mais faut pas. Après, tu te dis que les mecs, ils ont déjà tout dit, qu'est-ce que tu vas rajouter? Moi, je sais, enfin, au bout d'un moment, je le sais, enfin, je le sens, enfin, dans notre culture qui nous entoure, ce truc du héros à mille et un aux mille visages, tu le sens à travers notre culture, tu le retrouves par tous ces archétypes à partir du moment où tu es un petit peu ouvert, un petit peu, où tu commences un petit peu à analyser cette création, ces différentes œuvres de la pop culture notamment. Enfin, tu vois qu'à un moment donné, on est toujours sur les mêmes archétypes. C'est vraiment un mot que j'aime, le archétype. On est toujours sur ces mêmes archétypes justement, et c'est pas grave. Après, c'était pas non plus hyper original parce que tu es humain. T'es humain, ces archétypes, ils sont en toi. Enfin, moi, à un moment donné, j'ai lu un peu les théories de Carl Jung sur les archétypes, voilà, où il fait de la psychanalyse justement à partir des archétypes qu'il y a dans notre inconscient collectif. Alors après, on peut contredire ou non la psychanalyse de Jung, comme on peut contredire la psychanalyse de Freud, mais c'est pour un écrivain, ça doit servir surtout à nourrir l'imaginaire et pas à le codifier. Voilà. Eh ben écoutez, chers amis, j'ai pensé que, enfin j'ai pensé, non, je pense qu'on a fait le tour. Euh, Voilà, si vous avez des ultimes questions, c'est maintenant. Sinon, bah, on va clôturer le live là. Les gens sont contents dans le chat. Si vous avez aimé, mettez des pommes, dites merci, exactement. Voilà. N'hésite pas, ouais, à boire un petit coup, tiens, moi aussi. Voilà, Nishka qui nous donne à boire. C'était un live extrêmement instructif. Merci beaucoup pour ce soir. Génial, on balance des pommes dans le chat, génial. Merci, c'est cool. Non, 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 mais vraiment, de toute façon, je vais le redire, mais vraiment, ce roman, c'était à la base vraiment créer de la curiosité. Voilà, parce que moi, j'ai eu cette curiosité à un moment donné. Elle ne s'est pas satisfaite par les sources et
Voilà, moi j'ai créé de la fiction, mais pour essayer de donner envie de plus d'histoires, plus de faits, peut-être. Quelle belle conclusion. Est-ce que ce serait un mot de la fin ou t'as un autre mot de la fin? Un autre mot de la fin? À suivre. Génial, c'est bon ça. Alors, moi, je termine par dire euh, une chose que j'ai dite en début de live, mais que je répète pour celles et ceux qui arrivent maintenant. D'ailleurs, autre chose à dire, j'ai vu pendant qu'il n'y avait pas live, hein, durant les derniers jours, il y a des gens qui se sont abonnés, qui ont lâché des follow à la chaîne, et ça, c'est un grand merci. Et si vous ne l'avez pas fait et que ça vous a plu, bah, faites-le, ça nous encourage et surtout ça nous aide à atteindre notre goal qui est à 100 follow. Nous avons un live sur Touchez la les... cloche. Comment? Mettez un pouce bleu, touchez la cloche. C'est ça. Il y a un live sur les Hussites, donc ces révolutionnaires de Bohême de la première moitié du XVe siècle, qui est un sujet qui me passionne et sur lequel j'ai travaillé durant mon master. Donc on fera 2-3 lives là-dessus à partir des 100. Donc on est à 97. Donc si jamais vous voyez la rediff ou que vous êtes là, n'hésitez pas. Deuxième chose, je rappelle que ce live n'est pas sponsorisé, mais Instant promo. instant promo, euh, le roman qui est ici, L'épée sans nom, si jamais vous l'achetez, voilà, et que vous achetez aussi ou que vous achetez plutôt un autre roman, un des nouveaux romans de l'édition Angel Corp, vous obtenez gratuitement Phobos, donc le tome 1 ou le tome 2 en fonction de ce que vous voulez, si jamais vous avez déjà le 1. 97 sur 100, oula, il va falloir que je commence à préparer les gars, j'ai les mots interdits absolument. Donc voilà, donc si jamais, eh bien n'hésitez pas pour les cadeaux de Noël, c'est les promos de Noël. Il me reste ensuite à remercier Angel Corp, bien sûr, qui a fait le lien, etc., entre nous deux, et qui a organisé tout ça, qui m'a fourni les informations. Et à te remercier toi, du coup, d'être venu, parce que ça fait vivre la chaîne, c'est génial. Merci Guillaume. Moi, ça fait super plaisir d'avoir pu parler de tout ça. Quoi. Voilà, c'est des choses qui m'habitent depuis tellement longtemps à force que de temps en temps pouvoir en parler comme ça longuement, c'est chouette. Super. Bon bah content que ça t'ait plu. Et Ouais. donc, alors nous on se retrouve. Alors attends, parce que moi je dis là, lundi prochain, il n'y a pas live. Encore une fois, parce que je rentre de Paris là, donc c'est un peu complexe. Jeudi prochain, j'annonce prochain live avec une autre invitée qui sera une guide qui fait de la reconstitution. Donc en fait, qui amène le champ de la reconstitution et de l'histoire vivante dans le guidage dans la région d'Amboise. Donc qui va un peu nous parler de son concept, etc., de comment ça fonctionne, ses passions, etc. Donc ça va être chouette. La semaine prochaine, jeudi prochain. Ça fait longtemps qu'on n'a pas avancé sur les jeux vidéo, mais justement, bah, on avancera du coup la semaine d'après. Et voilà. Donc nous deux, on se retrouve après la outro. Après l'outro, là, je vais mettre une musique quelques minutes, et puis le temps que ça se calme, et puis après, on se retrouve sur le Discord pour débriefer tout ça. Ouais. Ça marche, ok. Alors, des bisous tout le monde. Fêtez joyeusement ce live et puis les pommes. Et puis surtout, mais surtout, n'oubliez pas que le savoir, ça se partage.